blessures du passé. Donc, sans plus tarder, je vais leur donner la parole et on va commencer par notre pasteur, le pasteur Willy Bodica, qui va nous introduire sur le but de ce moment et peut-être un petit peu plus. Il et elle, l'objectif ou le but de notre colloque est d'éclaircir et de répondre à quelques questions, surtout dans notre siècle qui est en pleine mutation. Donc, nous aurons quelques images qui vont être projetées afin de nous donner un peu l'idée. Nous avons ce que nous appelons OFCMF. Pourquoi? La première des choses, nous voudrions parler d'abord de l'observation. C'est vrai, on va parler sur le grand thème qui est le blessure intérieure. Mais avant ces blessures intérieures, il y a eu des choses qui se sont passées, soit en particulier, individuellement, ou dans la famille, ou même dans la société, et parfois on cremballe avec ces blessures-là. Le souhait de Dieu. N'oublions pas que notre colloque, nous sommes des chrétiens. Donc, le souhait de Dieu est que tout le monde soit des hommes et des femmes heureux et heureuses. Donc, quand on fait le constat que parmi même des chrétiens, on n'est pas heureux ou heureuse, moi personnellement, ça me choque. Voilà pourquoi l'idée de ce colloque, pour trouver quelques pistes et donner quelques diagnostics et quelques remèdes afin de penser des blessures. Alors, je vais d'abord commencer par l'observation. L'observation est très importante dans la vie de tous les jours, mais surtout parce qu'on a parlé des célibataires, on va parler des célibataires, ceux qui ont des projets d'avenir, ceux qui sont en couple, ceux qui sont en famille, et même des familles qui sont, on a dit, couple mixte ou composé. Donc, et il y a même un brassage par rapport aux cultures, par rapport à ses origines. Tout ça, lorsque ce n'est pas traité, ça apporte quoi? Ça apporte des incompréhensions, des blessures intérieures. Alors, vous allez m'excuser, nous avons noté quelques éléments. Dans l'observation, avant toute chose, je dis ceci, sachant bien qu'avant le fiançailles ou même un engagement, il est conseillé de prendre d'abord le temps d'observer. Bon, ça se dit pour des célibataires. Hein. Ceux qui sont déjà dedans, je ne sais pas comment je peux le dire, mais heureusement ou malheureusement, vous ne pouvez plus reculer. Vous êtes déjà dedans, donc le train a déjà démarré. Il faut continuer jusqu'au terminus.
Mais à ceux qui ne sont pas encore dedans, qui ont le pensée ou même le souhait, je commence par les célibataires parce que nous en avons au milieu de nous et même d'autres qui ont des souhaits. La première des choses, c'est ce que j'ai appelé le O, c'est-à-dire observation. On peut observer un frère, une sœur, sans pour autant, premièrement, l'aborder. C'est-à-dire observer le caractère, observer des réactions, observer la manière d'être avant même de s'approcher de la personne. Pourquoi? Parce que dans l'observation, on apprend beaucoup. Dans l'observation, il y a même ce qu'on peut appeler la remise en question. Tu peux te remettre en question. Même si tu avais déjà commencé à prier et que tu constates des choses, tu as des arguments de l'amener devant le Seigneur pour dire, voilà, tu m'as montré ça, mais voilà ce que moi j'observe, voilà ce que je constate, avant même d'aborder la personne. Cela concerne les hommes comme des dames ou des filles. Parce que cela est important dans le sens que par manque d'observation, on peut se buter contre le mur. Par manque d'observation, on peut pousser quelqu'un plus tard à jouer le jeu. Donc, je m'en vais soulever cet élément dans l'observation, car la réalité, on prend toujours l'exemple dans la Bible, l'exemple de Marie et Joseph. Joseph a pris le temps d'observer Marie. Je signale, nous qui avons eu la grâce d'aller en Israël, Joseph et Marie, ils étaient dans le même quartier. C'est-à-dire au numéro 6, c'était la maison de la famille de Marie. Au numéro 8, c'était la famille de Joseph. Voilà pourquoi, lorsqu'il va constater que Marie attendait la famille, Joseph n'a pas voulu faire les choses autrement, il voulait le faire proprement. Pourquoi? À cause de la réputation dans le quartier. Mais il a eu le temps de l'observer. L'observation est importante. Alors, je tiens aussi à souligner un élément ou à éclaircir un point. Ce n'est pas le fait de bien causer avec un homme ou avec une femme, c'est ça un signe que c'est lui ou c'est elle. Je redis encore. Ce n'est pas le fait de bien causer. J'entends, non, entre nous, le feeling, ça passe bien. Mais ce n'est pas le fait que le feeling passe bien que nécessairement c'est lui ou c'est elle la femme d'avenir ou l'homme de ta vie. Ça, c'est un point important. Donc, on parle de dialogue, de la communication, très important, même dans l'amitié, dans le fiançailles, dans le couple et même dans la famille. Alors, maintenant, il y a des questions qu'on peut aussi se poser. Comment savoir si c'est vraiment elle? Il y a plusieurs pistes. Les chrétiens aiment beaucoup prier. Alléluia. Ça, c'est tout à fait normal. Mais parmi des pistes qu'on peut soulever
Donc là, moi ici, je ne fais qu'introduire quelques points avant qu'on puisse aller toucher les éléments où celle ici va aussi nous introduire pour expliquer les causes des blessures. Mais là, moi, je soulève juste les deux points importants, l'observation et le deuxième pas, c'est ce qu'on peut appeler le fiançailles. Donc, je dis, le fiançailles, une convention d'hommes pour s'étudier. Donc, un homme ou une femme qui a déjà observé le caractère, l'agissement, la manière même de réfléchir, de répondre, cette personne peut oser maintenant de faire un pas, c'est-à-dire d'approcher quelqu'un pour passer à cette convention qui s'appelle le fiançailles. Mais maintenant, avant de le toucher ou d'ancrer vraiment des pieds dedans, il y a quelques critères, quelques points qu'on doit savoir. Alors, je ne sais pas si on peut mettre notre diagramme qui va nous permettre de voir un peu ce que nous disons. Voilà, le temps que ça va passer. Donc, il y a quelques points importants pour connaître si c'est la personne, si c'est l'homme ou c'est la femme. Premièrement, ça doit être quelqu'un qui craint Dieu. Parce que nous, les chrétiens, souvent nous disons qu'il faut que ce soit vraiment d'abord un chrétien. Mais tout chrétien n'est pas nécessairement l'homme ou la femme. Voilà. Donc, vous allez m'excuser. Nous avons, comme j'ai dit, dans notre diagramme ici, nous avons l'observation. Cette observation a plus d'importance dans tout ce qui va suivre. Là, le fiancé ou la fiancée, c'est aussi un point important avant d'arriver à ça, puis arriver à ce qu'on appelle la famille. Vous êtes toujours là? Et dans la famille, nous avons la famille naturelle, nous avons la famille recomposée, nous avons dans monoparental, nous avons la famille en Christ. Parce que le modèle des modèles, c'est ici, là. On viendra là. On va expliquer le pourquoi. Le meilleur modèle, c'est ici. Parce que si on doit se baser sur la culture, sur ses origines, il y aura beaucoup de blessures, il y aura beaucoup d'incompréhensions. Donc, alors, je vais d'abord m'arrêter ici pour donner quelques pistes ou quelques éléments. Pourquoi elle, pourquoi il. Alors, j'ai dit notre premier point, c'est ça doit être quelqu'un qui craint Dieu. Pas nécessairement celui qui s'appelle un chrétien. De deux, il faut se poser la question,
si vous avez la même valeur, est-ce que cet homme ou cette femme a du respect envers son semblable? C'est-à-dire, si c'est envers une femme, est-ce que la femme a aussi du respect envers l'homme? Si on n'a pas le même valeur, c'est très dangereux de prendre le risque en disant « je veux le changer ». D'habitude, je parle des hommes, les hommes ils jouent toujours le jeu. Mais après, les choses changent. Les dames aussi peuvent aussi jouer le jeu. Après, les masques vont tomber. Donc, il faut que vous ayez la même valeur, dans la valeur, nous avons la vertu. Nous avons marqué quelques éléments. Nous avons le discernement, le dialogue, le pardon, se mettre à la place de l'autre, la compréhension. Sans la compréhension, toute relation ne tiendra pas debout. La sincérité, il faut être sincère les uns envers les autres. L'un envers l'autre. La valeur. Donc, pour connaître si c'est la femme, si c'est l'homme en question, eh bien, vous devez avoir le même regard dans la valeur des choses. Le respect, la considération de la famille ou même des parents. Je donne l'exemple, si l'homme considère la famille, respecte la famille, et que Isha ou elle, ce n'est pas le cas, ça sera déjà un nœud de problème. L'homme, la même chose. Si la femme a de la valeur par rapport à la famille et que l'homme n'a pas de valeur par rapport à la famille, ça sera encore un nœud de problème. Donc, cela est très important. Le respect, la considération de la famille ou des parents. Et ensuite, dernier élément, c'est la sincérité. À ceux qui visent, parce que nous savons, il y a aussi des chrétiens qui aiment bien viser la barre très haut, en se disant, moi, je vais m'engager, pas avec n'importe qui, pas avec un fidèle de banc, moi, c'est avec serviteur, un archibishop ou un prophète ou tout ce que vous voulez. Alors, j'ai un coucou à faire à ceux qui ont ces ambitions-là. C'est bien, mais il faut vraiment se préparer parce que tu vas avoir des rivales. Qui sont ces rivales-là? Le premier rival, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, l'homme en question, s'il est longtemps dans le ministère sera la priorité des priorités. Donc du coup, la femme ou même l'homme qui vise une servante de Dieu doit aussi tenir compte de ces éléments-là. Parce que s'il y a l'urgence à faire, ça sera d'abord le ministère. De deux,
Un autre rival, c'est le fidèle. Vous allez constater que le fidèle prendront plus de temps de ton homme. Donc il faut être prêt. Il faut avoir la patience. Parce qu'il doit continuer à servir. Il y aura des rendez-vous. Il y aura des conseils à donner. Si la personne ne s'est pas préparée, il va soupçonner toutes les serres qui vont entrer dans le bureau ou au rendez-vous. Eh bien, la personne aura des blessures intérieures. Donc, pour l'instant, je m'arrête là. Alors, je passe la parole à notre sœur Lucie. Là où il y aura des questions, je sais, on a prévu ce moment-là, on aura l'occasion d'en parler. Bonjour. Ok, attendez un instant. Avant de laisser notre sœur intervenir, je tiens juste à vous rappeler que tout à l'heure, on va avoir un moment en fait pour gagner des petites choses. Donc, il faudrait essayer d'être assez attentif à tout ce qui est dit cet après-midi. Notre sœur va donc intervenir, excusez-moi, au sujet de la communication, si je ne m'abuse justement, dans le foyer, dans le couple. Alors, je vais revenir, du coup, je vais rebondir sur ce que Pasteur a mentionné. Il a soulevé plusieurs points. Il a parlé de l'importance du dialogue, l'importance de la communication. Effectivement, c'est un point très important que nous allons voir. Il a également soulevé le point suivant, c'est-à-dire l'importance de se mettre à la place de l'autre. Et c'est ce que nous allons voir durant la communication. Alors, normalement, il y a un PowerPoint qui est prévu. C'est bon ? Ok. Après, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à noter vos questions. On essaiera d'avoir un temps d'échange. Alors, j'ai intitulé cette communication « Langage au cœur des relations humaines ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, Pasteur nous a montré tout à l'heure un diagramme avec différents schémas de vie. Et lorsqu'on regarde ce schéma, on va dire, quelle que soit la construction, la constitution de la famille, on voit, qu'on soit célibataire ou autre, on voit qu'il y a un élément qui est prégnant, qui revient toujours, c'est l'importance du langage et de la communication. Qu'on soit célibataire, que ce soit dans les relations amicales, dans le couple ou autre. Donc du coup, nous allons faire un focus sur cela pour que vous puissiez vraiment comprendre pourquoi lorsqu'on parle de communication, c'est un point important. Et lorsqu'on parle de communication, oui, on communique, mais comment ? C'est surtout ça la question. Alors, les aléas du direct. Okay. Alors, nous allons voir plusieurs points. Bon, déjà, je vais faire une brève introduction sur le langage et la communication. Ensuite, nous verrons différentes positions de communication. Et je pense que là, vous allez vous identifier plus facilement lorsque je parle de communication. Vous verrez peut-être pourquoi, lorsqu'on n'a pas la bonne position, en fait, la mauvaise position génère des conflits, que ce soit dans les foyers, dans les couples ou dans les relations amicales. Ensuite, nous parlerons du langage de l'amour. Là, je me focaliserai un petit peu plus sur les couples, mais pour les célibataires, pour les familles monoparentales, ce point sera également important puisque vous pourrez d'ores et déjà identifier des points qui sont importants. Et ensuite, nous terminerons par un moment d'échange si vous avez des questions. Alors, je vous ai mis plusieurs éléments ici. Je vous ai mis ici le langage facilite la compréhension, l'échange d'opinions, d'idées et le partage d'émotions. C'est au travers du langage qu'on va transmettre ses préoccupations à l'autre, par exemple dans un couple ou dans des relations amicales.
J'ai marqué également, il permet de véhiculer différents messages visant à établir un lien avec l'autre. C'est vraiment ce qui nous permet d'avoir un lien. Et dans les relations qui, voilà, entre guillemets, brisées, c'est parce qu'il n'y a bien souvent plus de langage. Donc on va essayer de voir ensemble comment on peut y remédier. J'ai marqué également, une relation entre deux individus est en circonstance la rencontre particulière de deux mondes. Et c'est ce que Pasteur a souligné tout à l'heure lorsqu'il a parlé, par exemple, des familles recomposées, des familles mixtes issues de cultures différentes. Donc, c'est-à-dire que les deux viennent avec leur langage, donc c'est la rencontre entre deux mondes. Donc, j'ai marqué également l'univers de chacun avec son histoire personnelle, ses objectifs, sa personnalité, ses modalités propres, se croisent à l'univers de l'autre. Une chose à retenir, puisque les individus sont différents, ont des objectifs différents, des parcours différents, des personnalités différentes, tout le monde n'a pas le même langage. Et bien souvent, la source des conflits, c'est parce qu'on n'a pas du tout le même langage. Pour schématiser un peu ce que j'explique ici, c'est-à-dire que, par exemple, parce on est issu de deux cultures différentes. On a des cultures différentes. Dans chaque culture, il y a des codes, il y a des cultures, il y a des manières de se comporter. Et parfois, lorsqu'on est dans une relation ou dans les fiançailles, parfois le problème se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même langage, on n'arrive pas à décoder, on va dire, le langage des uns et des autres. Ce qui fait qu'on n'a pas de communication. Donc ça génère forcément des tensions, des conflits. Et l'objectif du coup, c'est-à-dire qu'on est différent, mais on doit réussir à décoder le message des uns et des autres. Et quand on arrive à décoder ce message-là, c'est à ce moment-là qu'on a de la communication, c'est-à-dire qu'on a un retour. C'est-à-dire il y a un émetteur et un récepteur. Au niveau des positions de la communication, et je pense que cette partie, elle est beaucoup plus intéressante puisque vous allez peut-être vous identifier plus facilement. Alors, au niveau des positions de communication, j'ai marqué ici, quels que soient les parcours de vie, donc il y a un élément qui revient très souvent, c'est la communication, ça je l'ai mentionné. Et en fait, il faut savoir que la communication est un processus complexe. C'est la raison pour laquelle, bien souvent, cela génère des conflits. Donc, il existe plusieurs positions de communication. Nous avons la position de la bulle, de l'identification, la métaposition, la projection et la démocratie. Je vais expliquer un petit peu, ça sera un petit peu plus simple. Alors, dans la position de la bulle, en fait, ici, pour comprendre qu'est-ce qui se joue et pour comprendre peut-être pourquoi, lorsqu'on est dans cette position-là, on a des conflits, que ce soit dans des relations amicales ou des relations de couple ou de toute façon des relations professionnelles généralement. Alors ici, dans cette position, il faut voir que chacun est dans sa bulle. Donc les deux communiquent, on a l'impression que les deux communiquent, mais en réalité, il n'y a pas de vraie communication, puisque chacun reste en gros campé sur ses positions. Donc en fait, l'individu garde sa manière de penser, sa culture, etc., etc. Donc c'est-à-dire qu'ici, on n'a pas une rencontre entre deux personnes, puisque les deux restent vraiment avec leur manière de penser, leur code, etc., etc. Et cette forme de communication génère bien souvent des conflits. Okay. Ensuite, on a une deuxième forme d'identification que parfois on retrouve lorsque les personnes sont dans la période des fiançailles. Donc je m'explique. On a l'identification. Ici, en fait, il y a une personne qui va quitter sa bulle, qui va quitter son monde, qui va quitter ce qui est important pour lui ou pour elle, et qui va vraiment entrer dans la bulle de l'autre. Donc ça veut dire se conformer aux attentes de l'autre. Donc si l'autre a une culture différente, il va faire en sorte de se conformer à sa culture, la culture de l'autre, au détriment de ce qui est important pour lui ou pour elle. Donc ça, c'est un point, effectivement, parfois ça fonctionne quand on est fiancé, parce que parfois on veut toujours, on veut se faire bien voir. Mais il faut savoir que ce type de schéma-là ne dure pas très longtemps. C'est-à-dire que peut-être que ça peut durer 1-2 ans après le mariage, sauf qu'en fait, tout individu a besoin de s'individualiser, ça veut dire d'exister. Donc, vous avez une culture propre, vous avez une manière de penser, à un moment donné, vous allez vouloir aussi, ces éléments-là vont ressortir. Et c'est là, parfois, où vous avez dans les couples, certains disent, mais je ne comprends pas, elle n'était pas du tout comme ça. Quand on ne se connaissait pas, tout allait bien, ça ne lui posait absolument pas de problème, etc. Et aujourd'hui, bizarrement, j'ai l'impression, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va parce que dès le départ, il faut savoir qu'il y a juste une personne qui a quitté sa bulle, qui a fait l'effort d'aller dans la bulle de l'autre. Okay. On a une autre forme de position. Bon, après ça, c'est plus c'est plus la position de l'individu méta, ça veut dire qu'il est à la fois dehors et à l'intérieur. Ce n'est pas forcément la position qui nous intéresse. Je reviendrai peut-être après
sur une autre position et je vais peut-être directement basculer sur la position au final qu'il convient de développer dans ces relations. C'est-à-dire effectivement on est différents, on a des codes différents, un parcours différent, mais à un moment donné on doit se retrouver, donc c'est-à-dire qu'on doit redéfinir un langage ensemble. Je vous ai parlé au début, le problème bien souvent c'est qu'on n'arrive pas à décoder le message des uns et des autres. Et là par exemple c'est de se dire qu'on a des milieux différents, on fonctionne chacun différemment, mais ensemble on va constituer son propre langage, c'est-à-dire ce qui est important pour chacun. Donc, en gros on va faire des compromis, on va voir ce qu'on laisse de côté et on va voir ce qu'on garde. Et c'est vraiment la forme de communication qui ne génère pas de tension, puisqu'en général les deux existent, puisqu'on garde des éléments qui nous sont propres, mais voilà, on se met ensemble en fait. Et bien souvent dans les relations, ce n'est pas ce qui est fait parce que ça demande aussi un travail. Donc Pasteur a parlé de l'observation. Effectivement, lorsqu'on est dans cette bulle-là, au préalable, il a fallu observer l'autre, savoir ce qui est important pour lui, pour elle. Ensuite, en discuter, se mettre d'accord et dire « Ok, ça, on a notre langage ». Donc on a parfois on a des coutumes, etc., qui ne correspondent pas à d'autres. Et on se dit, on va faire l'effort de quitter cela aussi. Donc, par exemple, pour les hommes, dans certaines cultures, c'est mal vu d'avoir, de s'occuper de la maison, des enfants, etc. Dans une autre culture, pour une femme, c'est tout à fait normal. Donc, il convient peut-être de trouver un point d'entente pour qu'il n'y ait pas de frustration entre les deux. Je prends un exemple, mais ça peut être tout autre exemple. Mais l'idée, c'est de montrer qu'à un moment donné, il est important de quitter sa propre bulle et d'entrer dans la bulle de l'autre, mais en même temps, l'autre rentre dans sa bulle. Je vais avancer un peu plus sur maintenant le langage de l'amour, puisqu'effectivement, là, j'ai souligné l'importance de la communication. Mais quand on est en couple, et là, c'est ce que j'ai dit au début, je vais peut-être plus parler des couples, mais pas de frustration pour les personnes qui ne le sont pas encore. L'idée, c'est d'identifier d'ores et déjà les éléments qui sont importants, comme ça, lorsque la situation se présentera, il n'y aura pas à rougir. Je vous ai mis alors différents éléments concernant le langage de l'amour. Alors, j'ai marqué ici plusieurs points. Dans les couples, les malentendus sont bien souvent issus de problèmes de communication. Il y a des chiffres qui montrent que dans les mariages, parfois, un mariage sur deux se termine par un divorce. Donc, effectivement, il y a parfois le fait que l'amour, finalement, s'éteint au fur et à mesure. Mais parfois, ce n'est pas uniquement la seule raison. C'est vrai que parfois, il y a des incompatibilités. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il a fallu faire des choix, on s'est peut-être basé sur le coup de foudre. On n'a pas vraiment cherché à connaître l'autre pour voir s'il y avait des compatibilités en termes de personnalité. Mais parfois, on voit, lorsqu'on s'intéresse au couple, on se rend compte que le problème majeur, c'était lié vraiment à la communication. D'accord. Donc, le fait, par exemple, il y a des éléments, par exemple, qui expliquent aussi, la communication explique pourquoi certains couples, parfois, se disputent du matin au soir. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'amour, mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Je vous ai expliqué au début pourquoi. Lorsqu'on ne communique pas de la même manière, forcément, cela génère des conflits. Donc, il y a des couples qui se disputent du matin au soir, et d'autres, au contraire, qui essaient d'éviter toute forme de conflit en ne parlant jamais de leurs problèmes. Sauf que, bien sûr, parfois, ça génère comme une guerre froide. C'est-à-dire, on ne parle pas de ce qui fâche, mais on sent quand même qu'il y a une tension qui est présente. D'accord ? Et c'est ce qui nuit aussi au sentiment d'épanouissement, puisque vous ne vous disputez pas, en apparence tout semble bien, mais au fond vous sentez que vous n'êtes pas épanoui dans le mariage, il y a quelque chose qui ne va pas. D'où l'importance de la communication. Alors, je vous ai mis aussi un autre point, parfois, oui, le langage de l'amour d'un individu et de son conjoint peut être extrêmement différent. C'est ce qui peut parfois conduire à des conflits. Dans une certaine culture, par exemple, l'expression de l'amour par des gestes, par des mots, est un élément qui est très important. Donc l'autre va avoir ce langage-là, par exemple. Et pour une autre personne qui est issue d'une culture où justement on n'exprime pas ses sentiments, on n'exprime pas ses émotions, du coup, le fait d'avoir un langage d'amour complètement différent, c'est ce qui va faire qu'il y a un qui va être frustré parce qu'il va attendre vraiment des gestes d'amour, il va attendre d'avoir des discussions, etc. et ne va pas le recevoir, en fait. Donc, il est important déjà d'être conscient que dans le domaine de l'amour, il y a des langages qui sont différents. Et oui.
Ça fait référence aussi voilà, au brassage, c'est-à-dire au brassage culturel quand il y a une personne qui est issue d'une culture et une autre, dans une autre culture. Autre point important, j'ai mis pour bien communiquer, justement, l'amour, le langage de l'amour, c'est tout un art. Et premier point, j'ai mis ici, ce qui est important, c'est déjà d'être prêt à apprendre le langage du conjoint. Donc, c'est-à-dire, effectivement, peut-être que lorsque les personnes se sont mariées, elles n'ont pas eu le temps d'apprendre le langage d'amour de l'un ou de l'autre, mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Donc, c'est-à-dire, il s'agit d'apprendre ce qui est important pour le conjoint. Par exemple, pour un homme, son langage d'amour, ça va être le fait de faire du jardinage, ça va être le fait de faire 2-3 tâches, de temps en temps faire le ménage. Pour lui, c'est un signe d'amour très important. La femme, ce qui l'intéresse, non, c'est d'avoir des signes d'amour, que l'homme s'investisse avec les enfants, etc., etc. Et quand ce n'est pas le cas, quand les deux n'ont pas compris c'est quoi le langage de l'un et de l'autre, ben forcément, les deux sont frustrés. L'un va se dire, mais je ne comprends pas, je fais des efforts, et elle ne reconnaît jamais mes efforts. Et l'autre va se dire, mais je ne comprends pas, il ne m'exprime jamais son amour. Donc voilà, l'idée, c'est de comprendre qu'ici, il y a peut-être une dissonance dans la façon d'exprimer son amour. Donc ça, c'est un point qui est important. Je vous ai marqué ici ensuite, deuxième point qui est important, quand on parle du langage de l'amour, il faut être prêt à quitter sa bulle. Je vous ai montré au début qu'on a différentes bulles. Et ce qu'on voit, c'est que parfois, il y a des attentes qui sont dans les couples. Vous avez parfois certains qui n'ont pas nécessairement envie de faire l'effort, mais attendent que tous les efforts viennent de l'autre. Ça peut fonctionner, comme j'ai dit. Parfois, ça peut fonctionner toute la vie, parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui, le fait de quitter sa bulle, ne lui pose pas de problème. Mais parfois, c'est justement le fait de se dire que j'attends de l'autre, que l'autre quitte ses attentes, ses aspirations, sa personnalité pour entrer dans ma bulle, pour correspondre à mes attentes. Ça, c'est un point qui parfois pose problème. Donc, il est important aussi de faire des efforts pour quitter sa bulle et mutuellement aller dans la bulle de l'autre et apprendre son langage d'amour. Donc, j'ai marqué ici aussi important de connaître ce qui est important pour lui pour être heureux, ce qui est important pour elle pour être heureuse. En psychologie, on voit que les individus ont des attentes. Et tant que les individus n'ont pas, que leurs attentes ne sont pas, on va dire, remplies, ils seront insatisfaits. Et c'est partout pareil, dans les relations humaines aussi. Si pour le mari, il a 3 critères pour être heureux, et qu'il n'a pas ces 3 critères-là, il ne sera pas épanoui. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez à côté, il ne sera pas épanoui. Pareil pour la femme. Si elle, pour être heureuse, elle a différents critères, des éléments qui sont très importants, et au final, elle n'a pas cet élément-là, elle n'a pas ces éléments-là, en fait, la situation, déjà, elle est un peu compliquée, parce qu'en fait, elle ne sera jamais pleinement épanouie. D'accord ? Ensuite, j'ai mis un point aussi important, évoluer, passer du coup de foudre à l'amour véritable. C'est vrai que parfois, on se dit à tort que, au début, on s'aimait beaucoup, et puis maintenant, on a l'impression qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour parce que, on ne palpite plus quand on voit l'autre, etc., etc. Donc, le raccourci qui est pris, c'est de dire qu'en fait, on ne se correspond plus, on ne s'aime plus, la relation est morte. Ce qui n'est pas forcément le cas. Parce qu'en fait, oui, on a l'impression que la jauge d'amour a diminué, mais il s'agit de comprendre que cette distance, en fait, qui s'est créée, peut-être qu'elle est liée à uniquement des problèmes de communication. Et du coup, cela nécessite, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire des efforts. J'ai parlé au début du coup de foudre parce qu'en fait, quand quelque chose est nouveau, il faut savoir que le cerveau envoie des messages, libère des hormones. Donc c'est la raison pour laquelle on a parfois l'impression que quand c'était au début, c'était tout beau, c'était tout rose, c'était magnifique. Sauf que à un moment donné, ces hormones ne sont pas produites. Et il s'agit justement de continuer soit à alimenter l'amour, à alimenter le couple pour que justement le cerveau puisse à nouveau libérer ses hormones. Okay ? Donc il s'agit bien sûr de mettre en place des actions pour ne pas s'installer dans la routine et autres. Un dernier point peut-être, ou un avant-dernier point, je vous ai mis langage de l'amour, oui, c'est beau,
Mais on fait comment? Dans les faits, on fait comment? Alors, il y a différents langages, différentes manières. Je vous ai mis ici, premièrement, communiquer encore, encore et encore. C'est vraiment la recette de base qui montre ses preuves dans les relations. Communiquer quand cela ne va pas, communiquer quand tout va bien aussi. Okay? Je vous ai mis aussi, parler c'est bien, mais encore faut-il savoir bien le faire, puisque communiquer c'est tout un art. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on communique avec l'autre, il s'agit aussi de mesurer le poids des mots. La parole déclare, le pouvoir de la vie et de la mort se trouve aussi sur la langue, en gros. Donc l'idée de se dire qu'en fait, en parlant à l'autre d'une certaine manière, on peut à la fois détruire cette personne et aussi construire la personne. Donc lorsqu'on parle de communication, oui, mais il s'agit de se demander comment je transmets mon message. Donc si par exemple quelque chose déplaît dans le couple, oui, mais comment je transmets le message? Parce que si je ne transmets pas le message d'une bonne manière, au final j'active des tensions, donc j'active une réaction défensive chez l'autre, ce qui fait que cela va amener des conflits. Donc une parole douce, moi j'ai toujours, ça apaise toutes les tensions, en général. Ensuite j'ai marqué parler c'est bien, mais agir c'est mieux. Effectivement la communication c'est bien, mais il s'agit aussi d'associer la communication à des moments de qualité ensemble. Donc, c'est-à-dire communiquer, faire des activités ensemble, bien sûr, avoir des attentions mutuelles. Ces différents éléments, en fait, ce sont des recettes qui favorisent un langage d'amour positif dans le couple, puisque, comme j'ai dit, la communication, c'est bien, mais ce n'est pas uniquement ça. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai ajouté ce point-là. J'ai marqué aussi, point important en tant que chrétien, j'ai marqué aimer, c'est aussi servir. Donc, c'est vrai que parfois, on a cette notion-là qui disparaît dans le couple, le fait de se servir mutuellement. C'est-à-dire que Christ est le meilleur exemple. Donc, Christ, il s'est fait serviteur. Et dans le couple aussi, c'est un élément qui est extrêmement important. Donc, c'est-à-dire d'avoir aussi le sentiment de mutuellement d'être au service les uns des autres. Ensuite, j'ai marqué aussi, bien sûr, les moments d'intimité, extrêmement importants. Et dernier point, j'ai marqué, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, avec 3 points de suspension, parce que je pense qu'il y a certains qui peut-être identifient des choses à mettre en place. Donc, il y a la communication, oui, comment revoir sa manière de communiquer, mais la communication associée aussi à des gestes. Il ne suffit pas de parler, de bien parler, mais il suffit aussi d'agir. Donc, conclusion, je vous ai mis ici, l'amour est un choix. Il se construit, se nourrit, et la communication est une des clés qui permet de vivre un amour épanoui. Pour autant, il est important de maîtriser le langage, comme je l'ai dit, et la communication, pour mieux analyser et comprendre l'origine des malentendus. Si vous savez communiquer, utiliser les bons mots, bien souvent, vous allez voir que les tensions qui existent, les solutions se trouvent très très rapidement. Plutôt que de laisser une frustration se nourrir, il convient parfois uniquement de parler. De parler est ce qui résout et parfois limite les conflits. Donc voilà en quelques mots ce que j'avais à dire concernant la communication, l'importance de la communication. Je vais laisser la parole à Michael, la maître de cérémonie, puis après, qui nous conduira dans la suite. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, voilà. Merci beaucoup, Sœur Lucie. Merci, Pasteur. Nous avons eu 2 interventions vraiment riches en peu de temps. Donc, j'espère que vous avez bien retenu parce qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de choses. Peut-être on va commencer, avant d'aller un petit peu plus loin, essayer de vous sonder pour voir vraiment ce que vous avez retenu. Je vais demander à l'équipe audio, oui, de m'apporter 2 petits... Alors, donc, il y avait vraiment beaucoup de choses, hein. C'était très riche. J'espère que vous avez été bénis vraiment. La première question que je vais poser, elle est surtout pour les célibataires, d'accord? Quand je dis célibataires, c'est ceux qui ne sont pas peut-être officiellement encore mariés. Je vais vous demander une petite chose peut-être au sujet de l'intervention de la sœur Lucie. Elle nous a montré 2 petits schémas, enfin plusieurs petits schémas au sujet du langage et de la communication, si je ne m'abuse. Elle a montré 2 schémas selon lesquels la communication elle ne fonctionnait pas.
et l'un dans lequel la communication fonctionnait. Est-ce que vous pourriez me dire peut-être quels étaient ces schémas, le nom des schémas qu'elle avait donnés? Il y en avait 3 qu'elle a montrés vraiment. Oui, je t'écoute. Donc le premier, c'était la bulle. Donc les deux personnes sont dans une bulle différente et ne rentrent pas dans leurs univers, du coup ça va pas. Je me rappelle du dernier qui était la démocratie. Donc celui-là, ça allait, mais c'était pas pleinement ce qu'il fallait faire, quoi. Et le dernier, je me souviens pas du nom, mais c'est quand les deux personnes rentrent dans leur bulle, mais en même temps sont séparément dans leurs univers. Mais je sais plus le nom. Je vais laisser peut-être la sœur Lucie bien répéter ces termes. Oui, alors la bulle, effectivement, c'est la première bulle qui nuit aux communications, comme j'ai dit, effectivement, parce que les deux restent dans leur bulle. Vous avez l'identification, il y a une personne qui sort de sa bulle, qui fait l'effort d'aller vers l'autre. Et j'ai parlé de la troisième, de la démocratie, pardon, merci. La démocratie, voilà, où les deux, en somme, arrivent à trouver un point de compromis. Ça se passe un petit peu mieux parce que, voilà, on fait des efforts, on quitte peut-être des éléments qui sont propres à notre culture, notre passé, etc. On met aussi de côté nos blessures, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on fait en sorte de ne pas transporter ce qui pèse. Mais ensemble, on va recréer notre langage, on va écrire ensemble, j'ai envie de dire, on va écrire notre histoire. Donc voilà, c'est la forme de communication qui fonctionne, en tout cas qui montre des effets un petit peu plus positifs. Merci beaucoup. On dit que la répétition, c'est important, donc c'est important que la sœur Lucie puisse nous répéter. Il semblerait que le schéma qui fonctionnerait le plus, ce serait la démocratie, où tous les deux, nous faisons l'effort, en fait, de nous rapprocher et donc de créer ensemble un nouvel univers. Mais je te remercie, c'est Coralie, c'est ça? Pour ton intervention. Et tu vois, tu as gagné un petit présent. Tiens. Merci Coralie. On va continuer un petit peu juste pour encore voir ce que vous avez retenu en fait des 2 interventions. Le pasteur, il a parlé aussi tout à l'heure de plusieurs étapes on va dire, dans l'approche de l'autre, on va dire ça comme ça. Et la première étape qu'il a citée, c'était laquelle? Il a parlé de plusieurs étapes dans l'approche de l'autre. Oui? Bonjour, c'était l'observation. Oui, tout à fait, c'était l'observation. Et tu peux nous développer peut-être l'observation? Qu'est-ce que tu as compris? En quoi ça consiste? L'observation, c'est observer d'abord de loin le caractère, la manière de faire, le comportement de l'autre personne avant de l'approcher et de faire le premier pas. Tout à fait. Merci, elle a bien entendu Rebecca. Rebecca, le moment de l'observation, c'est le moment qu'on prend. Merci pour prendre le temps de regarder sans forcément tout de suite s'approcher. Vous savez, il ne faut jamais être trop rapide dans les moments comme ça. Il faut prendre son temps, il faut regarder. On ne sait jamais, peut-être que quelque chose va nous interpeller. Allez, avant de continuer, je vais appeler encore une fois la chorale afin qu'elle puisse nous introduire dans un petit chant. On va faire une pause. Je vous avais expliqué qu'on était en 2 parties. On va aller à côté ensuite, après la chorale, se restaurer. Et ensuite, on reviendra pour parler plus amplement des blessures du passé. Son cadeau, tu n'as pas donné son cadeau. À elle, tu n'as pas donné le cadeau. Cheers.
un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour, oui, pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Oui, merci, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, Jésus, Jésus mon Sauveur. oui, je suis heureuse, je suis heureuse. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs Je ne veux pas être que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras. Que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras. Que dans tes bras. Que dans tes bras. Que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras. Que dans tes bras. Que dans tes bras. Entre tes bras d'amour, mon Jésus. Que dans tes bras. Que dans tes bras. Oui, entre tes bras. Que dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi. Contre ton cœur, oui, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, oui, dis-le encore une fois, tout près de toi, contre ton cœur. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Merci. Alors, nous allons continuer un peu avant de passer à côté, le temps qui se prépare. On avait aussi un temps de questions. Peut-être l'homme de Dieu est sorti un instant, mais au sujet de l'intervention de la sœur Lucie, ou peut-être au sujet d'autre chose, vous pouvez aussi poser des questions. Pour les plus timides, vous pouvez aussi écrire sur un papier vos questions et le service média les récupérera. Mais vous pouvez aussi les poser à l'oral. N'hésitez pas, on a au milieu de nous un docteur en psychologie.
Et ainsi que notre pasteur qui va revenir tout à l'heure, c'est l'occasion d'en savoir un petit peu plus. Vous êtes tous au fait au sujet de la communication, de l'amour, des langages de l'amour. Tout est clair. Vous communiquez de façon efficace constamment, c'est cela? Le micro du fond, le micro. Après d'expérience, je sais que voilà, les personnes ne prennent pas la parole. Donc voilà, le service média va peut-être passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est en famille. Peut-être moi, voudrais commencer. Tu as montré des schémas au sujet de la communication. J'aimerais que tu me dises un peu plus aussi au sujet de cette image souvent qu'on nous renvoie, c'est l'image du vase, qu'on est tous des vases en fait, hein, et qu'on remplit d'une chose ou d'une autre en fait. Je ne saurais pas te donner les termes exacts. Ah oui, est-ce que tu parles du vase à moitié plein? Alors oui, je comptais faire une référence à ça tout à l'heure en parlant des blessures. Mais je peux en parler ici. Alors, deux choses. En parlant du vase, c'est vrai que... Est-ce que tu veux que je précise dans le groupe ou de manière générale? De manière générale, peut-être. De manière générale. Alors moi, je voulais vraiment faire un focus en parlant des blessures du passé, mais bon, je vais en parler. Il faut savoir qu'on est un peu des vases. On est des vases. Voilà. Et au fur et à mesure des circonstances que l'on rencontre, des personnes que l'on rencontre, lorsqu'on a des événements traumatisants, difficiles, on rencontre des émotions négatives, etc., ce vase, il a tendance à se remplir petit à petit. Est-ce que tu parles de cet aspect-là ou pas? Oui, oui. Ok, d'accord. Et du coup, en fait, ce qui explique parfois que certaines relations parfois explosent, c'est qu'à un moment donné, on arrive à un point de non-retour où le vase n'a été... on a accumulé, et on n'a pas extériorisé les émotions négatives. Et je vais venir sur ça tout à l'heure. Donc, on n'a pas Mais par rapport justement à la communication, ce vase. J'y viens. Et justement, la communication permet de vider ce vase-là, parce que parfois, vous allez voir, vous avez des tensions, des frustrations que vous gardez. C'est aussi la raison pour laquelle, dans la parole, le Seigneur nous dit de ne pas dormir avec la colère. Parce que lorsque vous gardez une émotion, elle se nourrit, en fait. Elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et lorsque parfois vous communiquez, en fait, vous coupez court, en fait. Vous coupez court à cette émotion qui prend de la place, qui prend de l'ampleur. Et ça permet de vider le vase. Donc, on le vide. Après, on va avoir des situations difficiles qui vont venir. Mais lorsqu'on va communiquer, on va mettre des mots sur les frustrations, on va mettre des mots sur ce qui nous déplaît. En fait, ce sont des éléments qui nous permettent de vider ce vase-là, en fait. Et lorsque ce n'est pas fait, parce que soit on refoule nos émotions ou parce que parfois on ne s'autorise pas à dire des choses, parfois s'il y a la culture et puis parfois on ne s'autorise pas à dire les choses, mais du coup ce vase continue à se remplir. On a une certaine capacité d'adaptation, on a une certaine capacité de résistance, mais on est tous humains. Et à un moment donné, on va dire, ce vase montre des fissures, en fait, si rien n'est fait. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur la communication, parce que voilà, c'est une des clés qui permet de vider ce vase-là. Donc je ne sais pas si je réponds entièrement à ta question. Oui, je pense que tu permets en tout cas à ceux qui nous écoutent de voir plus clairement cette notion de vase. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions dans la salle. N'hésitez pas à prendre la parole. Zoé? Pas vraiment une question, mais merci. Voilà, moi j'ai comme une petite expérience quand même, puisque j'ai 66 ans. J'ai vu que les couples les plus solides, c'est souvent ceux qui sont connus très jeunes, qui ont un peu grandi ensemble. Voilà. Et tu voudrais savoir ce qu'on en pense, c'est ça? Mais je suis sûre que vous êtes d'accord. Après, ça dépend, oui, effectivement, voilà. Ça dépend, mais ils se sont rencontrés jeunes, et ils ont construit aussi leur langage jeune, c'est-à-dire ils se sont développés ensemble. Exactement. C'est la raison pour laquelle, parfois, oui, effectivement, on voit que certains couples qui ont grandi ensemble, etc., ont tendance à durer un petit peu plus dans le temps. Donc, ils ont grandi, ils ont connu les différents stades développementaux ensemble. Donc, bien sûr, ça réduit les différences, parce que voilà, on grandit ensemble, on chemine ensemble, on évolue ensemble.
contrairement à deux personnes qui se rencontrent peut-être à un âge déjà avancé, où ces personnes-là sont déjà développées avec leur propre code, etc., etc. Et là, il faut ensemble trouver un point d'ancrage. Donc c'est peut-être une raison qui explique pourquoi on voit que, voilà. Après, il y a aussi la question liée à la génération. Donc c'est vrai qu'on avait des générations, les générations anciennes avaient tendance à ne pas se séparer. La séparation n'était pas quelque chose qui était socialement accepté. Donc c'est la raison pour laquelle parfois on voit que oui, ceux qui se sont conduits jeunes ont grandi ensemble et voilà, ne se séparent pas. C'est pas parce que tout se passe bien, mais parce que socialement, ils ont grandi avec l'image qu'un couple ne se sépare pas. Aujourd'hui, on a une image qui est un petit peu plus différente. Donc voilà, il y a deux éléments qui permettent d'expliquer ce schéma-là. Oui, Grégory. Oui, bonjour. J'avais une question, étant donné que, selon l'enseignement de la Bible, on ne se permet pas de vivre avec l'autre avant le mariage, d'où il est possible de rencontrer des couples qui ont beaucoup de problèmes, parce que finalement on se découvre beaucoup plus à l'intérieur du mariage. Quel est le conseil que l'on pourrait donner aujourd'hui à deux personnes qui voudraient, pas forcément qui sont déjà ensemble, mais des personnes qui souhaitent se marier? Quel est le conseil que l'on pourrait donner, soit peut-être d'observer pendant 5 ans, 10 ans, soit c'est peut-être à l'intérieur de s'armer de patience, mais sincèrement, quels sont les conseils que l'on pourrait donner? Parce qu'on sait qu'on connaît réellement une personne une fois qu'on est dans le mariage. Avant, on connaît des points, on connaît un petit peu l'extérieur, mais la réalité se vit à l'intérieur. Or, on est déjà marié, et c'est là qu'au finalement, on a parfois des déceptions parce qu'on se rend compte qu'on ne s'imaginait pas le mariage de cette manière. On ne nous enseigne pas forcément des choses qui sont à l'intérieur parce que c'est propre à chaque couple. Quel est le conseil que l'on pourrait donner aujourd'hui pour éviter peut-être de trop souffrir, pour éviter d'aller jusqu'à la rupture? Voilà. Waouh, quelle question. Je vous laisse conseiller. C'est une très bonne question, hein, vraiment. Bon, je voudrais bondir sur ça. C'est vrai que l'objectif même de notre colloque est de soulever tant peu ou d'éclairer tant peu des zones d'ombre ou des points qui ne se disent pas souvent. Exemple, dans le cas que tu viens de soulever, donc, il y a eu un faux départ. Donc, quand il y a un faux départ, on recommence. C'est-à-dire, on revient sur le point de départ. Avec déjà des éléments que l'homme a déjà découverts vis-à-vis d'elle et elle vis-à-vis de l'homme. En réalité, le dialogue est très important pour permettre à réajuster les choses. Donc, on ne va pas dire que non, il faut tout casser, mais c'est la remise en question vraiment sincère pour maintenant construire sur de nouvelles bases. Je donne l'exemple, comme tu as dit, c'est vrai qu'on se connaît plus dedans qu'à l'extérieur. Pourquoi cette différence-là? Quand je dis à l'extérieur, c'est le temps d'observation, fiançailles et tout. Pourquoi? Parce que dans le fiançailles, c'est un temps, disons, des périodes où on joue des rôles. Chacun joue des rôles. L'homme, de son côté, pour gagner le cœur de la dame aussi pour marquer ses points. Une fois dedans,
on se rend compte que ce n'est plus la même chose. C'est là où il faut vraiment revoir ou réajuster la manière qu'on peut marcher dans ça. Donc, il y a beaucoup d'erreurs que beaucoup de chrétiens ou enfants de Dieu fonctionnent avec. Le style du fiançailles ne peut pas être égal dans le même style dans le mariage. Ça, je voudrais que ça soit clair. Pourquoi? Parce que dans le fiançailles, chacun porte des gants. Pour ne pas vexer l'autre, pour ne pas ceci, cela. Mais dans le mariage, là, on est, si vous voulez, ou dans le couple, on est naturel. Et c'est là où, encore, besoin d'être sincère, s'il faut travailler, revoir son caractère, sa manière de faire ou sa manière d'être, il faut le faire. Donc, par expérience, l'homme doit se remettre en question, même lorsqu'il n'est pas affronté devant une situation quelconque. Et dans le dialogue, il faut aussi causer. Causer dans le sens que, qu'est-ce que tu trouves de mieux chez moi? Sois sincère. Qu'est-ce que tu trouves chez moi qui t'agace? Donc, ça, sincèrement, c'est des choses que, quand on est sincère, on s'est dit, on peut corriger le faux départ. Et les choses vont se remettre en place. Je déconseille souvent, dans le couple ou dans le mariage, de dire que non, je préserve sa foi. Dans le mariage, dans le couple, on ne préserve pas la foi de quelqu'un. Parce que là, ce n'est plus l'histoire de croire. C'est-à-dire, il y a des points qui sont clairs. J'explique. C'est la responsabilité. L'homme doit assumer sa responsabilité. La femme doit aussi assumer sa responsabilité. Je donne l'exemple. C'est l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. S'il y a des enfants, eh bien, il faut s'organiser pour que ça se fasse. Là, ce n'est pas une histoire, je dois protéger sa foi. Vous voyez un peu ça? Donc, c'est pour dire que s'il y a eu un faux départ, à l'intérieur, ça demandera juste d'être sincère, de repartir sur de nouvelles bases et être vraiment sincère l'un envers l'autre. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'on s'habitue à un certain style. On dit non, dans le fiançailles, tu n'étais pas très exigeant, tu ne vas pas le commencer maintenant quand on est ensemble. C'est là où le bas blesse. C'est là où ça va créer des blessures. Donc c'est pour cela, moi, je conseille souvent, dans le fiançailles, c'est le moment de secouer le baobab. C'est vraiment le moment de prouver l'homme comme la femme. S'il faut le faire sortir des gants, il faut le faire sortir des gants, de façon à savoir que tu saches s'il s'énerve. Il s'énerve jusqu'à quel niveau. Comme ça, tu sauras si ça vaut la peine de continuer avec cette convention-là ou d'arrêter cette convention-là. Parce que si on joue l'hypocrisie en disant je vais préserver sa foi et que c'est dedans, parce que ce qui n'est pas traité à l'extérieur, ça vous poursuit dedans. Et étant dedans, eh bien, ça peut créer des blessures intérieures. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Ouais.
Oui, donc je ne parle pas de faux départ. On parle de deux personnes qui sont honnêtes, qui se découvrent. La réalité, c'est que dans le mariage, on va découvrir des choses bien plus poussées qu'on ne peut pas voir. C'est impossible de voir ça dans les fiançailles. Si on conseille des fiançailles peut-être de 2, 3 ans, 1 an, je ne sais pas, à la différence des gens qui ne connaissent, qui n'ont pas la crainte de Dieu ou qui ne vivent pas selon l'enseignement de la Bible et qui vont vivre longtemps avant de se marier. En soit, ils ont un avantage dans le sens où ils apprennent à se découvrir et si vraiment ils se marient, ils savent qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais dans l'enseignement de la Bible, pour un chrétien, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Parce que c'est en même temps dangereux de se découvrir juste 1 an ou 2 ans, et en même temps on ne peut pas pousser plus loin. C'est ça ma question, il n'y a pas de jeu de ouais, d'accord, ok. Si c'est dans ce sens-là, l'homme comme la femme sont amenés à s'armer de la patience, parce que ça sera un travail qui va demander encore la bonne volonté de l'un comme de l'autre, d'où je reviens encore dans le dialogue, il faut parler mutuellement. De se dire, voilà, je de laquine à ça, dans ma manière de faire, est-ce que tu peux m'aider? Peut-être que la femme ou l'homme a plus de jugeote ou de l'expérience, il peut dire que non, dans ces cas, il faut faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas réagir comme ça. Donc, il y a moyen, parce que le souhait, c'est quoi? C'est de vivre heureux et épanoui. Alors, pour ça, eh bien, on multiplie non seulement le dialogue, et en même temps, on fait un travail de l'intérieur, c'est-à-dire soi-même, et en même temps, on ajoute aussi la prière parce que des fois, le cœur de l'homme, ce n'est que Dieu qui connaît mieux le cœur de l'homme. Donc, on peut ajouter encore la prière de façon à ce que d'où l'importance aussi de chercher la face de Dieu ensemble, de prier ensemble. Mais il faut être vraiment ouvert. Donc, je comprends cet élément-là, mais c'est un travail à longue haleine. Si on pose la question même aux anciens qui sont là, ils vont te dire que le travail, ça continue même quand vous êtes dans le mariage. Parce qu'il arrivera des situations inattendues, imprévues, qui va demander à ce que soit l'homme puisse manifester sa maturité, la femme puisse manifester soit sa sagesse. Donc, c'est au fur et à mesure. Mais il faut être sincère de se dire que j'ai un travail à accomplir et je dois travailler en moi. Et en même temps, la personne aussi, la sœur ou le frère, doit être aussi sincère. Donc, cette sincérité-là, ce n'est pas seulement le point de départ dans les fiançailles. La sincérité là, de se dire que non, je dois continuer à faire un travail sur moi. Ça peut aider. On va essayer d'avancer parce que, oui, attendez une minute, le temps file. J'aimerais peut-être juste ajouter quelque chose par rapport à ta question qui est peut-être un peu, comment dire, un peu révolutionnaire, je ne sais pas, chez les chrétiens. Lorsque notre machine à laver tombe en panne, on va voir un réparateur. Moi, je pense que le conseil, c'est très important et il ne faut pas hésiter à aller voir des spécialistes, en fait, il faut le dire, des spécialistes. Il y a des spécialistes de l'amour, il y a des spécialistes. Ça peut être un pasteur, ça peut être un homme de Dieu, ça peut être des gens qui ont fait des études pour ça. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler seul, totalement seul. Si, il faut prier, nous sommes chrétiens. Mais à des moments, il ne faut pas hésiter à aller voir la personne en question qui pourra nous apporter les conseils et les réponses dont nous avons besoin.
Parce que, très simple, il y a des gens qui ont fait des études pour faire cette chose ou autre. Il y a des spécialistes et il ne faut pas hésiter à aller les voir. Et ces spécialistes, ça peut être, même sans avoir de pléthore de diplômes, etc., ça peut être les témoins qu'on a pris pour son mariage, parce qu'on nous dit d'être entourés pour notre mariage. Ça peut être ces témoins-là. Ça peut être nos parents qui ont réussi leur mariage et qui sont de très bons conseillers. Ça peut être un couple de l'église qu'on voit qui fonctionne, qui s'aime vraiment, qui se bat. Moi, je pense qu'il faut choisir des bons conseillers lorsqu'on a un souci, d'aller les voir et de leur demander, leur poser des questions. Parce qu'on est une communauté, Dieu nous appelle à vivre en communauté. On est une communauté et certaines fois, il va y avoir quelqu'un qui sera plus évolué que vous parce qu'il est déjà passé par ces choses-là. Il ne faut pas hésiter à lui poser des questions. Ben, tu vois, là aujourd'hui, moi, ça ne va pas, il y a ça qui ne fonctionne pas. Toi, j'ai vu que tu es passé par là. Comment tu as fait? Il ne faut pas vraiment, l'expérience, c'est le meilleur des conseils. Donc, je pense que l'une des choses à faire, c'est ne pas hésiter à prendre des conseils. Je pense que ça peut vraiment beaucoup nous apporter. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis. C'est important de parfois de se référer à quelqu'un parce que quand on est dans la relation, on n'est plus neutre en fait. Nos émotions se mélangent, donc on n'est plus neutre, on n'a plus une lecture claire en fait d'une situation simple. La situation va prendre des proportions disproportionnées en fait. Donc c'est la raison pour laquelle parfois avoir une personne tierce, neutre, de confiance, c'est vraiment très important. Et la sœur, elle a bien dit, c'est pas forcément une personne qui a un titre, c'est vraiment quelqu'un de confiance, qui écoute. C'est pas quelqu'un qui va prendre le parti de l'un ou de l'autre, c'est vraiment quelqu'un de neutre, d'empathique, qui va vous aider, qui va vous écouter, apprécier d'entourage. Parfois, on ne se sent pas bien de parler avec des gens proches de problèmes qui sont personnels. À ce moment-là, oui, un thérapeute, un coach, un psychologue, etc., qui est neutre, qui ne va pas être dans le jugement, peut aider. Ça, c'est vrai que c'est un point qui est important que tu mentionnes. C'est vrai que dans le milieu chrétien, voilà, on n'en parle pas souvent, mais le fait de parler à quelqu'un d'autre, c'est un point qui est important. Merci. Vas-y. J'avais une question par rapport à la communication efficace dans le couple, oui. Et maintenant, quels sont vos conseils dans le contexte de la soumission qu'on entend souvent dans Waouh. Ben, ce que je peux dire, la soumission, bon, c'est un mot, mettons ça un peu à côté. Donc, cela veut dire quoi? La soumission existe sans que ça puisse s'imposer. C'est-à-dire, lorsque une femme, dans une relation, dans le foyer, même dans la famille, il va en face de lui, on la respecte, on la considère. Elle n'est pas là juste parce qu'il y a des enfants, ou bien pour tenir le chandelle, voilà, et que, en lui témoignant aussi de l'amour, elle va tout faire sans qu'on demande. Automatiquement, ça va se faire. Je donne l'exemple, dans le Seigneur, quelque part il est écrit, vos désirs se porteront vers lui, mais lui, il dominera sur vous. Donc vous voyez, tous les chrétiens du monde, nous prions Jésus. Nous lui apportons nos désirs, nos besoins, nos soucis et tout. Qu'est-ce que lui fait? Il domine sur nous. Donc, quelque part, c'est lui qui décide à quel moment il va nous exaucer. Mais en retour, il nous demande quoi? De lui témoigner l'amour, le respect, faire ce qu'il attend de nous. Et lorsqu'on réjouit le cœur de Dieu, automatiquement, Dieu se permet de nous bénir aussi. Donc c'est la même chose. Dans ces cas-là, on ne va pas souvent quand on rappelle en disant la soumission. La soumission, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
normalement, c'est naturel. C'est comme quand on a des enfants qui sont dociles, des enfants qui sont obéissants et tout. Tu peux leur offrir des cadeaux même le jour, ce n'est pas son jour d'anniversaire, parce qu'il te fait plaisir et tout. Mais l'enfant qui n'est pas docile, qui est un peu rebelle, des choses comme ça, tu attendras seulement le jour de son anniversaire, ou bien comme nous allons vers la fin de l'année, le cadeau de Père Noël, c'est tout. Mais c'est lui qui réjouit, qui te fait plaisir, eh bien, tu as les yeux fermés. Il n'a rien demandé comme cadeau. Quand tu fais tes courses ou quoi, tu peux en acheter pour. Donc, moi, je pense que de ce côté-là, ces mots, enfin, la soumission en question va de pair avec ce qu'on a en face de soi. C'est exact. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Je suis désolée de couper court. Je sais qu'on pourrait parler des heures d'amour et de communication, mais le temps file, donc je vais vous inviter à aller dans la salle à côté où une petite collation vous sera servie. Nous reprendrons assez rapidement, dans 10 minutes, parce que le temps file, afin de passer à notre deuxième partie sur comment guérir des blessures du passé. Merci.